Bonjour les amis, on retrouve l'évangile de Jean, un évangile qu'on a déjà vu puisque c'est au chapitre 16, les versets 12 et 15. Donc on va les revoir rapidement et puis après, plutôt que de répéter le même commentaire, je vous ferai un commentaire sur l'histoire non pas de Jérusalem, mais d'Israël, dirons-nous. Voilà. Alors, bon, le passage, il est donc relativement simple. J'ai encore bien des choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Vous savez, c'est l'idée que seulement après la résurrection, on arrivera à comprendre, en fait, ce que voulait dire Jésus. Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière, car il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra. Il vous communiquera tout ce qui doit venir. Il me glorifiera, car il recevra de ce qui est à moi, et il vous le communiquera. Tout ce que possède mon Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il vous communiquera ce qu'il reçoit de moi. Et donc, vous avez bien compris, c'est toujours cette histoire. Le Père qui va au Fils, qui va au Saint-Esprit, qui va aux disciples. Voilà. Donc revoyez le commentaire si vous voulez plus de détails sur cette partie vraiment de l'Évangile. Voilà, ce que je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est un petit peu de l'histoire du territoire de Palestine. Pourquoi? Parce que je me rends bien compte qu'à toutes les fois où j'essaye de vous donner un certain nombre d'explications sur ce qui est écrit dans les Évangiles, évidemment ça fait référence à une certaine partie de l'histoire du peuple juif. Et donc, alors on va essayer de voir ça rapidement parce que je sais que certains trouvent que parfois c'est un peu trop long. Et donc on va essayer tout simplement de survoler 2000 ans d'histoire, ou à peu près. On va essayer de faire ça en 5 minutes, ce qui n'est pas très facile, mais enfin voilà. Alors, ce territoire dont on parle, c'est globalement Israël, enfin c'est la zone d'Israël-Palestine actuelle. Ça n'a pas beaucoup changé, c'est à peu près au même endroit. Donc vous voyez, on est au sud de la Turquie et au nord de l'Égypte. Voilà. Alors déjà à l'époque, donc on parle d'un tout petit territoire, on parle de 120 km de large sur 200 km de haut, mais pas plus. D'accord ? Bon, ce territoire, globalement, eh bien, au sud du territoire, nous avons l'Égypte. D'accord, avec Alexandrie, qui est la grande ville au bord du delta du Nil. Au nord, nous avons la Syrie, d'accord, avec d'abord Damas, et puis un peu plus au nord Antioche, voilà, qui sont les deux villes de Syrie. Et donc, à gauche, enfin, pardon, à l'ouest, nous avons la Méditerranée, avec bien tous les ports qui sont encore les ports actuels, Gaza, par exemple, dont on parle souvent, mais aussi Ascalon, et puis Ptolémaïs, qui est un peu plus haut, Césarée maritime, qui est la ville dans laquelle sont basés les préfets romains. Et puis en remontant, on a Tyr et Sidon, vous vous souvenez, qui sont les deux villes considérées comme des villes païennes à l'époque. Voilà. Et puis à l'est, eh bien à l'est, nous avons globalement le Jourdain là qui descend. À peu près dans un sens tout à fait rectiligne, je dirais, avec le lac de Tibériade tout en haut, ensuite le Jourdain, et puis après la mer Morte, voilà, un peu plus bas. Puis globalement, à 10-15 km du Jourdain, on attaque le désert et c'est l'Arabie. Voilà. Et déjà à l'époque, c'était un désert à peu près intraversable. Alors, si on élargit un petit peu le cercle géographique, en deuxième cercle, donc au nord-est de la Syrie, on a la Syrie, donc L'A2SYRIE, d'accord, qui était à l'époque un grand empire, dont la capitale est Ninive, et qui va aller un petit peu aussi sur l'ouest, en direction d'aujourd'hui, on appellerait la Cappadoce et la Turquie. Bien. Et puis, donc la Syrie. En descendant à l'est, on va tomber sur la Babylonie, avec capitale Babylone. Et puis, si on pousse à l'est de la Babylonie, on va tomber sur la Perse, d'accord, l'Iran actuel. Sachant donc que la Babylonie correspond globalement à l'Irak aujourd'hui, pour simplifier. Et puis ici, on est bien obligé de parler aussi d'un troisième cercle, je dirais, d'interférence, ou en tout cas d'influence, qui vont être bien sûr les Grecs. Et en fait, les Grecs sont proches, parce que quand on regarde la carte, vous allez voir que c'est vraiment très proche. On est tout de suite ici à Chypre et du Péloponnèse. Il n'y a qu'un saut, en fait, pour se retrouver en Turquie et ensuite en dessous. Et puis, les Romains, bien sûr, puisque les Romains vont faire partie des gens qui vont influencer la région. Alors, ce que j'aimerais vous dire, parce que je trouve ça quand même un peu bizarre, c'est qu'en fait, c'est un tout petit pays. C'est un pays pauvre,
parce que globalement, on est quand même assez au sud, qu'il n'y a qu'un grand fleuve qui est le Jourdain. Donc en effet, il y a un peu d'agriculture aux alentours du lac de Tibériade et le long du Jourdain. On a vu qu'autour de la mer Morte, c'était plus compliqué parce que le sol était très salé. Et donc vous voyez, globalement, il y a très peu d'agriculture, il y a surtout de l'élevage, et puis de l'élevage de petits troupeaux, il n'y a pas grand-chose. Même si on se souvient que, en effet, du côté est, qui est le côté païen, donc la Césarée de Philippe, on aura éventuellement des porcs. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire des porcs qui jettent dans le lac depuis la falaise. Voilà. Donc effectivement, on aura quelques animaux, mais quand même relativement peu. Si j'ai bien compris, c'est un pays qui n'a pas de pétrole, et donc qui n'a pas de mines, qui n'a quand même pas beaucoup de richesses. Et même le fait de ne pas avoir de richesse, je peux vous dire que c'est un pays qui va attirer l'attention de beaucoup d'autres pays, de voisins, parfois amis, mais pas très souvent. Alors, si on regarde bien, voilà, ça a démarré. Alors, vous vous souvenez, les Juifs viennent d'Égypte. Hein. Je vous rappelle, l'Exode. En quelle année, on ne sait pas trop. Globalement, peut-être moins 1800, moins 2000, on ne sait pas. Et donc, il y a ce premier mouvement, n'est-ce pas, qui est l'exode de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Et puis après, par contre, on va commencer à avoir des dates. La première, c'est moins 722. En moins 722, ce sont les Assyriens qui viennent. Et ils viennent, ils traversent la Syrie, et ils descendent, et ils envahissent la moitié du territoire de la Palestine. C'est-à-dire, ils s'arrêtent à ce qu'on appelait, à l'époque, le royaume du Nord. En effet, à l'époque, Israël était divisé en fait en deux parties. Il y avait le royaume du Nord, le royaume du Sud. Le royaume du Sud, c'est ce qu'on appelait le royaume de Juda, avec la capitale Jérusalem, et le royaume du Nord, capitale Samarie, qui est une ville aussi, et le royaume du Nord, lui, s'appelait Israël. Voilà, il n'y peut rien, c'est comme ça. Donc c'est un petit peu trompeur par rapport à la géographie d'aujourd'hui. Mais donc, les Assyriens sont venus en haut, et la partie du royaume du Sud s'est pas mal débrouillée, parce qu'en fait, ils ont négocié globalement une paix tranquille, à chaque fois en payant un peu, mais eux n'ont pas été envahis et sont restés indépendants. Mais voilà. Tout ça change, parce qu'en moins 605, c'est le tour des Babyloniens d'arriver. Évidemment, ils passent par le nord, parce que c'est impossible de traverser le désert d'Arabie, donc ils passent par le nord, ils remontent, ils prennent la Syrie, et ils redescendent la Syrie. Et là, pour le coup, eux, ils vont bien jusqu'à Jérusalem. Donc ça se passe, Nabuchodonosor, il arrive en 605, il faut savoir qu'en moins 580, moins 586 exactement, c'est la première destruction du temple à Jérusalem. Donc vous voyez, c'est un moment effectivement très difficile. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, quand les Assyriens arrivent en moins 722, un certain nombre de Juifs s'enfuient et descendent vers Jérusalem, d'autres sont pris et sont exilés, en fait, exilés à Ninive. Très bien. Et donc, c'est une des premières installations, ça va être Ninive. Quand ensuite les Babyloniens arrivent, qu'est-ce qui se passe? Un certain nombre de Juifs s'enfuient plus au sud, puisque c'était déjà à Jérusalem, donc ils vont un peu plus bas, ils vont aller jusqu'à Alexandrie, c'est probablement la deuxième installation juive va être Alexandrie, et puis les autres sont déportés, eux, à Babylone. D'accord. Troisième épisode, si on veut bien de tout cela, ce sont les Perses, qui vont arriver en moins 538. Donc c'est à l'époque Darius. Alors les Perses, eux, sont considérés par les Juifs un petit peu comme des libérateurs, parce que eux, quand ils viennent, bien entendu, il faut exactement le même schéma que les autres. Ils envahissent d'abord la Babylone, ils passent par la Syrie et redescendent. Et quand ils arrivent, eux, sont un petit peu plus relax, c'est-à-dire que, effectivement, les rois perses sont une option par rapport aux Juifs qui est un peu plus tranquille, qui est de dire, bon, écoutez, ok, vous avez votre religion, tout va bien, vous continuez comme ça. Et puis, donc il y a un certain nombre de Juifs qui étaient en effet à Babylone et à Ninive qui sont revenus. Voilà. Un certain nombre seulement. La plupart, il faut quand même savoir que c'est principalement les prêtres, les scribes, mais tous ceux qui étaient dans le commerce et dans les affaires, globalement, ils sont restés où ils étaient parce qu'ils faisaient des affaires là-haut et il n'y avait aucune raison qu'ils reviennent, je dirais, s'installer au pays. Attention, les dates, on est en train de parler de moins 720, moins 580, moins 540, vous voyez qu'on n'est pas, on est en train de parler d'un certain nombre de générations, on n'est pas en train de parler des petits-fils, il y a déjà pas mal de temps où des Juifs sont installés dans ces villes. Alors,
Encore une vague en moins 330, qui est-ce qui arrive? Eh bien, vous devez le savoir, c'est Alexandre le Grand, bien entendu, puisque Alexandre le Grand arrive, et les Grecs envahissent eux aussi toute cette histoire-là. Et je dirais, eux, ils vont faire un petit peu que passer, c'est-à-dire que globalement, ils vont aller assez rapidement. Ensuite, Alexandre va assez vite remonter vers le nord, en tout cas vers Babylone, et puis ou Antioche, mais par contre, il laisse en place des structures, ce qu'on appelle l'hellénisation, c'est-à-dire qu'en effet, lui apporte de véritables réformes administratives et surtout une grande réforme qui est un problème pour les Juifs, qui est la langue. Et donc, en effet, Alexandre va passer toute cette région au moulin de la langue grecque, ce qui nous explique que nos textes, n'est-ce pas, qui datent effectivement du 1er siècle, eh bien, sont bien souvent écrits en langue grecque, avec, vous vous souvenez, Saint Marc a une langue grecque très basique, et puis par contre, Saint Jean, lui, a une langue grecque qui est assez sophistiquée. Et donc voilà, c'est dans le temps, en fait, les gens commencent à s'habituer à la langue grecque. Voilà. Donc ça, c'était en moins 330. Et puis, donc voilà, c'est ça. À l'époque, c'est Alexandre qui va battre Darius. Vous voyez, c'était Cyrus Ier, mais ensuite c'était Darius. Et donc, il impose sa culture grecque. Mais, en moins 63, Pompée arrive, donc les Romains, et ils s'installent aussi exactement le même chemin, hein, ils passent par le nord. Et eux, en fait, ils viennent surtout parce que Pompée, ce qui le préoccupe beaucoup, ça va être le maintien des ports. Hein, parce que c'est très important à l'époque, on avait déjà vraiment le développement de l'activité marine, commerciale et militaire. Et donc, cette activité maritime est très important d'arriver à maintenir la totalité, en fait, des ports qui entourent la Méditerranée. Et donc, les Romains, eux aussi, alors les Romains vont être présents, mais eux, ils vont installer surtout, eh bien, ils vont installer Hérode le Grand, qui est en fait un local, hein, mais qui vont, en effet, adouber. Bon, il y a un certain nombre de relations qui vont se faire, et qui vont qu'en fait, ça va être Hérode le Grand qui va être responsable de tout ce pays. Voilà. Il faut, donc, je pense qu'il faut garder ça en tête, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe par rapport à ces vagues d'invasion, les Juifs et le gouvernement local. À l'époque, vous savez qu'il y a beaucoup d'interférences parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui cumulent dans la suite des rois. Vous savez, ils cumulent, ils sont à la fois grands prêtres et à la fois rois. Donc il y a vraiment une interférence entre le pouvoir politique local et, je dirais, le pouvoir de l'Église juive. Et donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils ont tous le même comportement par rapport à l'envahisseur, c'est de négocier au mieux une certaine autonomie. Voilà. Et donc, ils vont toujours proposer à l'envahisseur de dire, écoutez, laissez-nous nous occuper de nous, avec nos règles, nos trucs, et puis faites ce que vous voulez, on ne vous embêtera pas. Et puis, sachant qu'au milieu, il y a quand même, il faut payer, parce que, évidemment, tous ces gens qui font des grandes guerres, à la fin, ce qu'ils viennent chercher, c'est de l'argent, et ils ont besoin de beaucoup d'argent. Donc, effectivement, ils en profitent pour taxer tout le monde. Alors, bon, on verra peut-être une autre fois hein, comment ça s'organise, mais disons que c'est surtout l'empereur Auguste de Rome qui fait un statut particulier pour les Juifs, dans lequel il leur donne un certain nombre d'avantages. D'ailleurs, les Grecs, par exemple, les Grecs d'Alexandrie vont énormément se fâcher avec les Juifs, et il y aura une guerre énorme, parce que les Grecs sont furieux de voir les avantages qu'on a donnés aux Juifs. Voilà. Et donc, c'est cette idée de permanence, d'avoir en fait un arrangement à l'amiable. Voilà. Il faut savoir qu'effectivement, bon, les juges globalement sont toujours intéressés pour le respecter, mais par contre, parfois les préfets romains, eux, sont pas toujours à cheval sur cet accord-là. Pourquoi? Parce que d'une part, ils ont tous envie de se faire mousser. Et donc d'en faire un peu plus de façon à plaire à l'empereur. Et puis, ils sont tous intéressés par une chose qui est phénoménale, qui est le trésor du temple de Jérusalem, puisque dans l'accord qu'il y a, les Juifs peuvent payer un certain nombre d'impôts au temple, et à la fin, ça accumule beaucoup d'argent. Et les préfets romains, comme tout le monde, sont très intéressés par l'argent. Et donc, évidemment, à toutes les fois où le contrat ou l'accord va être battu en brèche, eh bien, ça va donner des révoltes.
Et ça va même donner des guerres, puisque on aura ensuite cette partie qui est entre l'année plus 66 et l'année 70, il va y avoir une véritable guerre, ce qu'on appelle la guerre des Juifs, qui a été racontée par Flavius Joseph, et donc ça va être une guerre réelle des Juifs contre Rome, et ça va très mal tourner, puisque, eh bien, à la fin, en effet, Néron enverra un général qui s'appelle Vespasien, avec son fils Titus, et ils vont éradiquer complètement les Juifs du territoire de Palestine. Et ce sont ces Juifs qui ensuite vont redémarrer à partir d'un groupe de pharisiens, ils vont se reconstituer à partir de Jamnia, ils vont recréer une communauté juive. Et ça va être à ce moment-là, aux alentours des années 80, qu'ils vont commencer, une des premières choses qu'ils vont faire, ça va être, comme c'est des anciens pharisiens, ils vont nettoyer, en fait, ils vont redéfinir exactement qu'est-ce que c'est la religion juive, et c'est là qu'effectivement un certain nombre de gens désagréables, comme les chrétiens, qui ne veulent pas tenir en compte les règles d'impureté, tout ça, vont être mis de côté. Et donc, effectivement, l'Église juive va se recréer, on va dire, un peu plus pur, un peu plus resserré, et donc, en effet, les dissidents, comme les chrétiens, comme sont les chrétiens, vont effectivement disparaître. Mais à l'époque déjà, on ne parle plus des Sadducéens et on ne parle plus des Esséniens, qui étaient les deux autres groupes, vous vous en souvenez, qui étaient les deux autres groupes juifs à l'époque de Jésus. Voilà. Donc, je crois que quand on réfléchit à nos évangiles, bon, on parlera une autre fois un petit peu plus en détail de l'accord entre les Juifs et les Romains, par exemple, parce que ça, c'est intéressant, ça a beaucoup à voir avec des choses qu'on raconte ensuite dans les évangiles, hein, des petits détails, mais qui ont leur importance. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque de Jésus, il y a environ 5 millions de Juifs à l'étranger. Et comme Israël est un petit pays, en fait, à Jérusalem, il y a environ 500 000 Juifs. D'accord ? Et il y en a 10 fois plus qui sont à l'étranger, dans ce qu'on appelle les diasporas. C'est-à-dire, en fait, que globalement, ils ont su s'implanter dans toutes les villes de l'Empire romain, sur un schéma qui a à voir avec le schéma grec de l'hellénisation, que les Romains ont repris dans l'intégralité parce que ça leur allait très bien. La gestion de la cité, la gestion administrative, la langue commune, tout ça, pour les Romains, ce n'était absolument pas gênant. Et donc, ils ont repris ce schéma-là, et dans ce schéma-là, eh bien, il y a des Juifs, en effet, en Palestine, qui ont dit « Ah non, non, nous, on ne veut pas en entendre parler », d'autres qui étaient un peu plus ouverts, en disant « Bah oui, écoutez, on va voir de quelle manière on peut s'arranger. Hein, » voilà. Et donc, ça a été très important. Pendant la guerre des Juifs, il y avait quand même vraiment des radicaux d'un côté, extrêmement nationalistes, extrêmement traditionnalistes, qui voulaient revenir à la base et qui étaient prêts à tout faire pour foutre l'envahisseur dehors et revenir avec le pouvoir, le fameux pouvoir royal. Hein, vous vous souvenez ce qu'on disait de Jésus, ils attendaient un Messie, ils attendaient un roi, un type qui reprenne tout ça en main et qui foute les Romains dehors. Hein, voilà. Bon, donc il y a un certain nombre d'excités qui font une véritable guerre, et puis il y en a d'autres qui le sont moins et qui disent bon, il faut quand même qu'on trouve un moyen de s'entendre. Et puis, eh bien évidemment, dans les grandes villes à l'étranger, que ce soit à Alexandrie ou à Babylone, hein, qui sont les deux principales diasporas, donc les deux principales communautés juives à l'étranger, eux, ils vivent complètement ouverts à l'hellénisation, c'est-à-dire qu'eux, ils vivent dans un schéma de ville à la grecque, et ils trouvent au milieu de ça la manière d'avoir leur propre autonomie, de gérer leur propre communauté, et de se débrouiller. Donc n'oublions pas ça, le monde juif, à l'époque de Jésus, et surtout à l'étranger. Voilà. Et on comprendra mieux qu'effectivement, quand Jésus envoie ses disciples en mission, quand les chrétiens qui vont être un peu poursuivis vont vouloir, parce que la guerre des Juifs contre Rome, c'est pas très bon pour les chrétiens non plus, hein, parce qu'à la fin, Vespasien et compagnie, tout ce qui est religieux, il tire dedans. Hein, il va pas commencer à demander la carte d'identité de chacun et leur demander s'ils sont du club chrétien ou du club juif. Donc tout ça, il se passe. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se part en courant, hein, faut quand même le dire. Et les chrétiens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir dans les colonies juives à l'étranger, puisque c'est là où ils ont de la famille, des amis. Et donc, évidemment, les chrétiens vont partir dans les colonies juives de l'étranger. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire globalement sur cette histoire, mais pensons à ça, ce petit pays s'en est toujours pris, je vais parler mal, ils s'en sont toujours pris plein la gueule.
Et donc, il ne faut pas qu'on oublie ça, parce que vous voyez, on dit souvent, je vous dis, oui, alors par exemple, je vous explique que Matthieu parle à sa communauté, qui est quand même dans le doute, où Jean aussi est vraiment persuadé que bon, c'est en train de balancer pas mal. Et il y a tout un moment où, en effet, là, à la fin du 1er siècle, on se pose des questions sur la chrétienté, elle va se maintenir ou elle va disparaître, en fait. Et il faut bien comprendre qu'effectivement, la situation à l'époque, elle n'est pas simple du tout, du tout, du tout. C'est la guerre, et c'est la guerre entre les Romains et les Juifs, et très clairement, en fait, ça se passe en dehors d'Israël à la fin, parce que il y a tellement de guerres dans Israël que tout se passe, enfin, la permanence de l'activité de la religion, elle se passe à l'étranger. Il faut bien connaître ça en tête, et puis bien se dire aussi que, eh bien voilà, c'est bien à l'étranger ensuite que les premières églises chrétiennes vont se développer, parce que franchement, voilà, en Palestine, à l'époque, c'est vraiment un désert religieux. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire. À l'occasion, on reparlera d'autres sujets. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. À demain.